Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau rendez-vous dans le cadre de l'événement Inbound Marketing France, l'IMF 2019. J'ai le plaisir de recevoir le dirigeant de YouMonkeys et Syneos Consulting. Il observe le monde, l'économie, la vie des entreprises pour comprendre, analyser, anticiper et surtout proposer des axes de changement. Il est l'auteur du livre Inventons l'entreprise du 21e siècle, consultant et conférencier. Bonjour Vincent Calta-Bellota. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ravi d'être là. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Justement, première question, moi j'ai envie de te demander quelle est ta définition de l'entreprise du 21e siècle, s'il te plaît. D'accord, ah oui, directement, ok. L'entreprise du 21e siècle, comme je l'ai sous-titré sur mon livre, elle est organique, émotionnelle et numérique. Alors, c'est-à-dire voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a encore rien dit. C'est 3 piliers pour moi de l'entreprise innovante, en tout cas moderne et alignée sur son temps. Elle est d'abord organique. Ça, c'est quasiment, j'allais dire, presque le plus important. On vient d'un monde où les entreprises sont pyramidales, où elles sont structurées, où la structure les rigidifie d'une certaine manière. Historiquement, une entreprise, c'est une boîte noire, où il y a des choses qui rentrent, il se passe des trucs dedans, et il y a d'autres choses qui sortent derrière. Et entre les deux, on garde ses secrets, on garde ses process, on garde sa culture, on garde... Voilà, tout est fermé. J'aime bien l'image. Voilà. Bon, ça s'ouvre de plus en plus quand même. La boîte s'ouvre de plus en plus. Voilà, ça s'ouvre de plus en plus. Aujourd'hui, cette entreprise, elle doit être organique. Ça veut dire qu'elle est ouverte. On parle même d'entreprise plateforme. Elle est en contact direct avec son environnement, avec son univers. Quand je fais des conférences, j'amène en fait sur scène un œuf et un arbre. Pas un gros arbre, c'est trop gros, mais un bonsaï qui représente l'arbre. Okay. Et le lien que tu fais entre les deux, du coup? Justement, je demande au public quelle est la différence. Alors, il y a plein de différences, etc. Mais il y en a une qui est essentielle, c'est que la valeur ajoutée d'un œuf est à l'intérieur. Alors que dans l'arbre, sa valeur ajoutée est à l'extérieur. Dans l'œuf, sa rigidité est à l'extérieur, alors que dans l'arbre, sa rigidité, c'est le tronc, c'est le cœur de l'arbre, quelque part. Et c'est 2 visions complètement différentes d'une structure. L'œuf, c'est l'entreprise du XXe siècle, et l'arbre, c'est l'entreprise du XXIe siècle. L'œuf, il est hyper rigide, quand il est dans son environnement, tout va bien, il est dur, il tient bien, mais dès qu'il est dans un environnement stable, tu laisses tomber un œuf, il est fragile. Il est fragile. Alors que l'arbre, tu peux le secouer dans tous les sens. À un moment donné, déjà, il va s'adapter, déjà, il va résister à son milieu. Et il va s'adapter. C'est-à-dire que tu prends le même arbre, tu le mets au milieu d'une prairie, au milieu d'une forêt, c'est plus le même arbre. Et d'ailleurs, tu as sûrement fait l'exercice un jour, quand tu vas dans une jardinerie, tu achètes une plante pour toi ou pour des amis. Tu vas regarder 5, 6, 7, 8, 10 plantes différentes, et je ne sais pas pourquoi, tu as du mal à choisir. On est d'accord. Et c'est à se demander même si c'est pas la plante qui te choisit à la fin, en fonction de ton contexte, de ton envie, de à qui tu l'offres, de ton intérieur, plus fleuri, moins fleuri, etc., de tes envies du moment. Alors que quand tu fais une omelette, tu choisis pas les œufs, ils se ressemblent tous. En fait, c'est exactement ça. Les entreprises du XXe siècle se ressemblent toutes. Elles ont une structure rigide, leur valeur ajoutée est à l'intérieur, mais dès que l'environnement est instable, tout peut s'écrouler. Fragiles. Okay. L'entreprise du XXIe siècle, c'est une entreprise organique, à l'instar de la nature. Elle s'adapte à son environnement. Elle est en lien direct avec son environnement. Sa valeur ajoutée, c'est extérieur, c'est des fruits, c'est des feuilles. On ne maîtrise pas forcément la manière dont il s'épanouit, mais on sait qu'il s'épanouit. Et il y a une forme d'autorégulation comme ça qui se crée. Il est ancré dans son terroir, qui l'alimente. Son terroir, c'est comme un tissu économique, c'est comme un territoire pour une entreprise. Et son tronc, c'est sa rigidité. C'est pas des règles, c'est pas des process, c'est pas des outils, parce que tout ça, ça doit être agile et adaptable. En revanche, il faut trouver de la structure. Et la structure, on va la trouver dans l'ambition, dans la culture, dans les valeurs. Ça veut dire que si tu sais structurer ton entreprise sur une vraie ambition, c'est-à-dire qui est communiquée et partagée. Si vous ne savez pas partager, ça ne sert à rien, il se casse la figure. Donc une ambition, une culture et des valeurs très fortes, tu fédères ceux qui adhèrent à cette ambition, à cette culture, à ces valeurs. De la même manière que tu peux pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Par contre, ton ami qui a les mêmes valeurs, tu y es fidèle. Ton entreprise, c'est pareil. Si elles ont tes valeurs, tu vas avoir plus envie d'être fidèle. Tu vas déjà plus venir dans cette entreprise. Tu vas avoir une attirance. Tu vas avoir envie d'y rester. Ça modifie complètement les systèmes de motivation, de fidélisation. Et si ça marche pour les collaborateurs, ça marche pour les clients aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir la terre entière comme client. Par contre, tu mets en avant ta culture, ton ambition, tes valeurs. Tu vas retrouver les clients, attirer les clients qui sont comme toi. Donc une acquisition plus simple. Mais je vais faire plus vite. L'émotionnel, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est géré avant tout par l'émotion. Là, on était dans un monde du devoir. Maintenant, on passe dans un monde du vouloir.
de l'envie, on cherche à s'épanouir, à s'éclater, du sens, etc. Donc l'entreprise doit être émotionnelle à tous les niveaux, interne, externe, vis-à-vis de ses clients. Elle doit générer une expérience client. Et pour moi, l'expérience client, c'est une succession d'émotions positives. Donc si tu arrives à générer une succession d'émotions positives pour ton client, bah là, tu as tout gagné. Et pareil pour le salarié, l'expérience pour le collaborateur. candidat, l'expérience salarié, collaborateur. Exactement. On dépense plein d'argent pour que le client soit content de revenir, mais il faut que le salarié soit content de revenir aussi exactement comme le client. Et numérique, je ne vais pas te faire un dessin, elle est digitalisée, etc. Elle doit être alignée en termes de technologie. Donc voilà les 3 piliers qu'un dirigeant doit travailler. Et alors maintenant, entrons dans le cœur du sujet, dans l'entreprise, parce que tu travailles beaucoup avec les commerciaux, un métier qui est très bouleversé, on peut le dire, en ce moment, notamment avec le digital. Quelle est ton approche, toi, par rapport à ça? Alors, l'approche est que, alors j'ai entre guillemets une punchline, on dit tout, elle est sympa ta punchline, mais c'est que le commercial tel qu'on connaît aujourd'hui est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la vente, elle existe depuis longtemps, mais le commercial tel qu'il existe aujourd'hui, il existe à peu près depuis les années 70, structuré dans les années 80, puis évolution dans les années 90-2000, et là, il est en train de repasser dans une autre phase. Le commercial... tu alignes des batteries de commerciaux sur le terrain comme commercial à papa, quoi. Voilà, comme tu alignes des armées sur le terrain, plus tu mets d'hommes, plus tu gagnes la guerre, plus tu mets d'hommes, plus tu gagnes des clients. Et même le discours, il est très guerrier parfois. Ça, c'est un temps qui va être révolu. On a créé des commerciaux qui savent quasiment, qui savent bien vendre, qui savent tout vendre, qui ont des super argumentaires, des systèmes de motivation, etc. Mais ça, on arrive à la fin de ça. En fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que de la même manière que le client change, l'entreprise, elle va changer. On a des cycles de vente qui font que avant, ce qui faisait le cœur de la vente, c'était la relation d'avant-vente et de négociation. J'ai vu votre produit, vous pouvez m'en dire plus, ou on me présente un produit, on t'en dit plus, ça dure plus ou moins longtemps, et puis il y a des négociations, des argumentaires, contre-argumentaires et de la vente. Relation humaine, d'ailleurs. Humaine, en général, en tout cas entre deux êtres humains. Est-ce qu'elle est humaine au sens philosophique des valeurs de l'éthique, c'est autre chose. Mais en tout cas, elle est humaine en termes de personnes. Et aujourd'hui, du coup? Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'important dans la vente n'est plus dans ce cœur-là. C'est tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire tout l'amont de la vente, la notoriété, être là à la naissance d'un besoin, la recherche d'informations, tout ce où il n'y a pas d'être humain en fait. Tu fais ça sur Internet. Aujourd'hui, tu fais ça par des réseaux divers et variés qui fait que quand tu arrives à vraiment quand tu es en contact avec l'entreprise, c'est que tu en as vraiment envie. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et l'aval, c'est-à-dire ta satisfaction, ton insatisfaction, l'affect que tu crées, les avis que tu laisses à gauche, à droite, la manière dont tu en parles, ton envie de revenir ou de pas ou d'en reparler, là aussi c'est important. Et en fait, là où avant le cœur de la décision, de la relation commerciale, de l'acte d'achat était au centre, maintenant il est avant et après. Sauf qu'avant et après, il n'y a pas d'être humain, ou très peu. Donc qu'est-ce qui reste au milieu à l'être humain? Il reste quand même un certain nombre de fonctions, mais qui ne sont plus de maîtriser l'ensemble du cycle de vente. L'être humain va intervenir à des moments clés que j'appelle des moments de réassurance. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, tu as besoin d'un être humain pour être sûr que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu penses existe vraiment. Tu as besoin d'un être humain parce qu'à un moment, tu hésites entre 2 ou 3 produits peut-être, mais pas 10, pas 15. Tu ne viens pas avec c'est le flou total. Ou alors si, c'est le flou total, tu as besoin de te cadrer les choses. Donc là, tu sollicites l'humain. Voilà, tu as besoin d'un moment très précis. Et donc, ça veut dire que derrière, ton commercial, c'est plus un commercial, c'est quelque part un réassureur. C'est plus quelqu'un qui va prospecter, qui va chercher des clients. À la base, on commissionne un commercial parce que c'est emmerdant, entre guillemets, de faire de la prospection. Et il faut de l'énergie, donc on le paye quelque part, on le remercie d'être allé chercher des clients de zéro jusqu'à l'avoir signé. Mais quand aujourd'hui, l'apport de clients, c'est des marketeurs, c'est des communicants, c'est des data analysts, des data scientists, des spécialistes de la data, du comportement, qui génèrent à un moment donné un contact, et que ce contact-là, tu n'as quasiment plus qu'un être humain qui va le voir pour transformer une chance sur 2. Pourquoi tu commissionnes ton commercial? C'est plus facile, non, à la limite. C'est plus facile, c'est plus humain, parce que là où tu as de l'humain, tu as vraiment l'humain. Mais le travail, il est déjà quasiment fait par des systèmes qui sont automatisés, donc pas humains, mais en même temps qui sont humains dans le sens où personne t'a embêté avant de prospectant le soir ou de proposer des choses dont tu n'as pas envie. Parce que les marques se collent en fait dans ton univers de plus en plus, te suivent au quotidien,
comment dire, capte la data comportementale qui fait qu'il voit ce que tu fais, quand tu le fais, et à un moment donné, te propose des choses au moment où tu en as besoin. Et alors, du coup, ce métier de commercial, toi, comment tu le vois évoluer? Tu lui as donné le nom d'Homo commercialus, c'est ça? Ouais. Tu nous expliques un peu ce terme. L'Homo commercialus, c'est justement j'ai inventé ce mot-là parce que j'aime bien ce côté de race, quelque part. C'est un commercial, c'est un commercial. On a tous on a tous des images, mais tous les métiers, des marketeurs, des juristes, on est tous des races un peu bizarres. Donc il y a ce commercialus, cet Homo commercialus, et en fait, il joue avec le digital, il jongle avec le digital. En fait, l'Homo commercialus, c'est un terme un peu rigolo pour mettre en avant, c'est l'arbre qui cache la forêt quelque part, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est justement cette entreprise qui se transforme en entreprise commerciale. Alors dit comme ça, on va dire oui, une entreprise, ça a toujours été... C'est la vocation. Sauf que tu as communication, marketing, commerce, production, logistique, comptabilité, finance, etc. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus transverse de la chaîne de valeur qui fait qu'une entreprise en elle-même s'oriente commerce. En fait, c'est plus par silo, c'est par flux complet. Donc, n'importe qui dans l'entreprise se trouve sur le flux d'expérience client ou de production, de création de valeur. Et c'est ça qui change. Et le commercial, il est à un moment, mais avec le marketeur, avec le communicant, avec la supply chain, avec les techniciens, le SAV, etc. Tout ça doit être hyper unifié. Et donc, c'est cette entreprise qui devient commerciale dans le sens aussi d'une forme d'agilité. Il y a un client qui, à un moment donné, a un besoin. Son besoin, il peut changer, évoluer. Il faut que l'entreprise s'adapte. Et donc, elle devient mobile, elle devient flexible. Et le commercial, c'est effectivement peut-être un des éléments, mais pas que, qui est là pour agir sur un des éléments flexibles. Mais comme le marketing est flexible, comme la production devient de plus en plus flexible, et voilà ce que ça cache, en fait, cette notion d'homo commercialus, on renverse de 90 degrés l'entreprise de verticale à complètement horizontale. Voilà. Et alors, l'inbound dans tout ça, toi, comment tu appréhendes cette notion-là? L'inbound en fait partie, parce que l'inbound représente quelque part cette forme de digitalisation, d'automatisation du marketing, avec aussi une notion de création de contenu en face. Comment cette entreprise gère cette première phase essentielle de l'expérience client, et donc implicitement de la vente derrière, quand il n'y a pas d'humain. Alors, il y a de l'humain, des gens qui écrivent, des gens qui font des vidéos, qui produisent du contenu comme on le fait aujourd'hui. Donc ça, c'est très humain. Mais derrière, c'est des mécaniques qui sont créées avec des humains, avec de l'intelligence artificielle, etc. Et l'inbound représente quelque part cette nouvelle forme de génération, d'organisation d'entreprise. Mais il n'y a pas que l'inbound, il y a du social selling, il y a d'autres choses derrière, il y a du marketing automation, c'est tout un tas de techniques. Après, là, on est dans l'inbound, clairement, ici, l'inbound marketing France. Mais tout se complète, c'est très bien, mais tout se complète, et effectivement, c'est la représentation, pour moi, c'est ce qui représente le plus cette nouvelle forme d'acquisition de clients, mais qui sert aussi à faire pas que de l'acquisition, de la fidélisation, à créer du lien. Et si on se projette un peu dans les années à venir, comment tu vois l'évolution du marketing, de la commercialisation? Alors, ce que je te dis, c'est déjà l'avenir, en fait. Je pensais qu'on était au présent, là. Non, alors, on est en train d'initier. Ouais. Déjà, on va laisser ce virage-là ça va s'amplifier tranquillement, donc ça va s'amplifier. Il va y avoir tout un tas Aujourd'hui, je pense que les entreprises le savent. Tout ce que je dis, en fait, les entreprises... elles en ont conscience. Elles en ont conscience. Mais le savoir, c'est pas en être conscient. Il y a une petite différence. Tu sais que c'est comme ça, mais maintenant, quelle est la prise de conscience du déclic que tu as eu, où tu te lèves le matin en disant « Ah non, je peux plus faire comme ça. Il faut que je change. » Ça devient presque viscéral. Le dirigeant, il va se dire « Non, mais là, je viens de passer dans un truc, je viens de comprendre. » Et là, à l'Inbound Marketing France, on a plein de conférenciers super qui nous donnent justement, qui nous génèrent ce déclic. Donc, il faut avoir ce déclic. Ça, c'est la première chose que les dirigeants doivent avoir, mais les commerciaux aussi. Après, il y a de la technicité derrière qu'il faut mettre en place. Donc, il faut se faire accompagner, bien sûr. C'est pas simple. Et derrière, il faut changer parfois son organisation complète et voir ses business models. On n'a pas parlé des business models qui évoluent énormément. Ça pourrait être un autre sujet, mais il y a ça qui évolue aussi énormément. Pour la suite de la suite, on va aller de plus en plus dans des entreprises qui veulent vivre avec leurs clients. C'est-à-dire que... Tous sous le même toit. Alors, c'est pas exactement ça. C'est exactement, j'ai ressorti l'image tout à l'heure dans ma keynote, c'est exactement comme si toi, tu voulais vivre et tu avais derrière toi
tout un tas de gens, de commerciaux, d'entreprises qui te suivent. Et dès que tu as besoin d'un truc, c'est comme un groom, tu tends le bras et tu l'as. Et il faudrait 20, 30, 50, 100 personnes derrière toi. Tu peux pas faire ça. Tu tends le bras, tu l'as. Combien je paye? Ah, je paye ça, 5 euros, 10 euros, j'achète, je prends, etc. On va vers ce genre de choses-là, mais physiquement, c'est pas possible. Mais par contre, virtuellement, c'est possible. Et ces entreprises, elles vont de plus en plus te suivre dans ta vie, comme elles le font déjà. Elles analysent tes comportements, elles analysent ta vie, elles savent, peut-être même certaines boîtes savent où tu es, là, à l'instant T, quasiment l'adresse précise. Donc c'est de l'assistance après, c'est ça, dans le sens noble du terme. En fait, il y a deux choses qui vont se confronter. C'est que d'un côté, il y a des entreprises qui ont envie de faire du business et qui ont bien compris qu'en gérant du big data, la data comportementale, d'analyser la psychologie des gens, les suivre, j'allais dire surveiller, toi, les suivre au quotidien, ça leur donne une avance sur les autres. Et là, il y a une vraie guerre entre eux qui arrive. Voilà, faut être les premiers pour vendre. Et en même temps, bizarrement, ça arrange vachement bien les consommateurs ou les consumérisateurs peut-être, et qui ont de plus en plus ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et on passe d'une société de la propriété à une société de l'usage. Et tu n'as plus envie de te poser 10 000 questions. La seule question que tu as envie de te poser, c'est je ne veux pas poser de questions. Enfin, comment je choisis le truc le plus simple d'usage, qui ne me coûte pas trop cher, qui est pratique, et je ne veux pas m'engager sur 5 ans, 10 ans. Je le veux là, tout de suite. Mon vélo, je veux l'utiliser. J'ai envie d'acheter un vélo pour 5 ans ou 10 ans ou 20 ans. Et si j'achète un vélo, c'est parce que vraiment j'en fais beaucoup et qu'à un moment donné, j'ai envie de cette propriété. Mais comme on va vers une société de l'usage, toi, tu es bien content de trouver ces 50 ou 100 grooms qui te suivent derrière et qui te proposent tout ce que tu veux à l'instant T. Et en plus, qui savent, parce que toi, il y a peut-être un truc que tu as envie, et c'est comme s'il y avait un mec qui te suivait depuis 5 ans. D'un coup, il dit, ah, ça y est, il a besoin de moi. Voilà, mais ça fait 5 ans que je te suis, je sais ce que tu veux, j'ai bien compris, tu me l'as jamais demandé ce truc-là, mais je te le donne. L'anticipation. En fait, voilà, parce qu'ils communiquent entre eux, ils s'envoient des infos, etc. Donc, en fait, c'est une image, mais c'est exactement ça. Il ne faut pas en avoir peur. Après, la peur, c'est autre chose. On va en reparler, la peur face à l'intelligence artificielle, à ce commerce qui évolue, c'est différent. Il y a des choses dont il faut avoir peur. Lesquelles? Moi, j'ai peur de l'IA, et c'est une peur positive. Comme le lapin qui fuit quand il entend du bruit. La peur, c'est un instinct de survie, la peur. Par contre, je n'angoisse pas. C'est différent. Certaines choses me font peur, mais tant mieux parce que du coup, je milite contre. J'ai aussi un rôle de conférencier, j'ai la chance de parler et d'expliquer. Donc, je suis content d'avoir peur, mais par contre, je n'angoisse pas et je dis aux gens de ne pas angoisser. Voilà. Pour plein de raisons, on pourra faire un live sur la peur, sa peur. Si tu veux un jour. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.